rencontré dans le cadre d'un autre cours, et j'ai un peu l'impression de me retrouver dans l'autre cours vu les personnes que j'ai en face de moi, vous êtes juste un peu moins. Donc Marie est toujours chercheuse dans le service de Marc de Meuse, et elle est présente au cours parce qu'à la fin de la présentation, elle interviendra également pour vous présenter une partie de cette présentation. Alors, je ne sais pas ce que M. Demeuse a pu vous dire par rapport au contenu de cet après-midi. Une découverte du logiciel. Et il vous a dit à quoi ça servait? Là? Ouais, ça veut dire quoi, lexico? Ok. Effectivement, donc c'est ça, on va essayer de découvrir ensemble un logiciel qui fait des choses, comment il compte des mots, et ces différentes fonctions sont supposées vous aider dans le cadre du travail que vous allez réaliser pour le cours de M. Demeuse, à savoir analyser au moins 2 programmes. Alors je suppose qu'il a revu avec vous, qu'il va revoir avec vous les consignes de ce travail, et ça va être un peu plus clair quand on aura vu ce qu'était ce logiciel. Donc j'ai un long PowerPoint assez illustré du logiciel, avec des captures d'écran, ça permet de ne pas chaque fois refaire la manipulation. Il y aura certainement des moments où ça va peut-être pas être tout de suite compréhensible, où des petites questions vont se poser. Ce qui serait bien, c'est de ne pas attendre la fin de la présentation et qu'on essaie d'avoir quand même un processus un peu de dialogue, comme on a pu l'avoir dans le cadre des autres cours. Et donc, n'hésitez pas, quand il y a un problème, une incompréhension, on en discute, on essaie de voir si on peut améliorer la compréhension. Alors, on va parler de quoi? Donc, de l'analyse du contenu des logiciels, essayer de décrire les différents types d'analyses textuelles qui peuvent exister dans ce monde un peu obscur. Je vais vous présenter de manière théorique un logiciel. Il est basé sur un courant, une théorie particulière, et je vais essayer rapidement, juste pour que vous ayez quelques notions, d'essayer de décrire le courant théorique auquel appartient ce logiciel. Et ensuite, il y aura la présentation de l'utilisation du logiciel, où là, j'aurai beaucoup de captures d'écran qui vont permettre d'appuyer le propos et d'un peu voir à quoi ça ressemble ce logiciel et quel type de résultats il peut produire. Et ensuite, il y a une série d'illustrations qui seront données, qui permettront de voir, ok, mais quand on utilise ce logiciel, à quelles questions de recherche on peut répondre et quel type de résultats l'on obtient. Il y aura 2 types d'illustrations. Première illustration qui viendra du TP d'étudiante, en l'occurrence, qui était à votre place il y a 3 ans, je pense. Elles avaient fait un TP particulièrement remarquable et qui permettait de montrer différentes manières d'utiliser Trop. Donc je reprends cet exemple pour vous montrer un type de résultat qu'elles sont parvenues. Et ensuite, Marie prendra la main pour vous présenter la manière dont elle a utilisé dans le cadre d'une recherche le logiciel Trop. Donc vous aurez aussi 2 manières différentes d'utiliser Trop qui vous seront présentées. Alors, c'est quoi analyser le contenu d'un document? Il y a énormément de définitions qui existent dans la littérature, et il est parfois difficile d'en trouver une qui soit vraiment consensuelle. Alors celle que nous on a retenue, celle de Mulchelli, qui est relativement simple, qui dit analyser le contenu d'un document, qu'est-ce? C'est rechercher les informations, dégager le sens, formuler et classer, donc la suite est importante, sans intuition ni subjectivité. Alors ça veut dire quoi plus concrètement cette définition? Donc ça veut dire que quand on fait l'analyse textuelle, il y a des méthodes sous-jacentes. Analyser le contenu de quelque chose, c'est pas dire je pense que le lecteur, je pense que l'auteur veut dire ça, ou je pense que le programme veut dire ça. On n'est pas dans de l'impression où j'ai pu comprendre que. Il y a différentes méthodes qui permettent d'arriver à une communication relativement claire de ce que le texte semble vouloir dire. Et il y a différentes manières de faire, on ne va pas toutes les voir aujourd'hui, on va en voir une seule. Alors, on a aussi parfois l'impression que l'on peut associer analyse dite textuelle à analyse qui serait qualitative, qui serait différente d'une analyse dite quantitative, qui serait des statistiques par exemple, des T de student et tout ce qui peut être dans cette famille d'approche quantitative. Ici, on n'est pas vraiment dans ce cadre-là, dans ce cas de figure-ci, dans le sens où, par exemple, puisque vous l'avez dit au début du cours, on va se baser sur une approche lexicométrique, on va compter des choses, on va donc être face à des fréquences, par exemple. Et donc, on ne sera pas en totale opposition ou en rupture avec une approche quantitative. Et je vais d'ailleurs très peu utiliser le mot qualitatif dans le cadre de ce cours. Alors, il y a de nombreuses approches, nombreux courants, nombreux types d'outils qui existent pour faire de l'analyse textuelle. Là encore, aujourd'hui, on n'en verra qu'un seul. Alors, quand je disais qu'il y avait différents types d'analyse, de manière générale, quand on s'intéresse à l'analyse textuelle, il y a 3 grosses familles, et un d'autres même. Les 3 plus grosses familles qui se cachent sous cette appellation sont les suivantes: l'analyse de contenu,
l'analyse du discours et la théorisation ancrée. Je vais vous dire un rapide mot sur chacune d'elles, et puis on se concentrera sur celle qui nous intéresse, à savoir l'analyse du discours. Alors l'analyse de contenu, c'est quoi? C'est une méthode qui a été élaborée, codifiée, j'ai presque envie de dire, à une période très particulière du XXe siècle, c'est-à-dire entre les deux guerres. Donc entre la période 14-18 et 40-45, cette méthode s'est développée dans un but très précis, c'était celui de détecter dans la presse écrite la propagande. Propagande quelle qu'elle soit antisémite, qu'elle soit marxiste. Donc l'idée des chercheurs en sciences humaines de l'époque est de dire, ok, quel message de type propagande peut-on retrouver dans la presse écrite? C'était vraiment l'objectif de base des chercheurs qui ont développé la méthode d'analyse de contenu avec une définition assez stricte de la procédure. C'est-à-dire que par exemple, imaginons l'idée était de rechercher la propagande marxiste dans une certaine presse, le chercheur s'occupait de définir certains codes qui pouvaient transmettre une idée marxiste. Par exemple, les mots camarade, les mots exploitation, les mots travail étaient peut-être associés à une vision marxiste de la réalité, du vécu, et donc toute une série de codes étaient ainsi associés, par exemple, à la recherche de la propagande marxiste. Et cet ensemble de mots était ensuite délégué à une personne qui faisait l'opération de codage, c'est-à-dire d'aller rechercher dans la presse ces mots et de voir dans quelle mesure, dans quelle proportion on les retrouve. Donc la personne qui établissait la série de codes, quels mots pourraient être associés à marxisme, et la personne qui allait rechercher ces mots dans la presse n'étaient pas les mêmes. On distinguait vraiment les personnes qui faisaient les deux opérations. Et très souvent, les étudiants, donc vous en l'occurrence, dans le cadre d'un mémoire, déjà cette année et l'année prochaine, s'emparent de cette méthode en la détournant un peu et en pratiquant ce qu'on appelle l'analyse thématique. Alors l'analyse thématique, on n'est plus dans la méthode pure d'analyse de contenu. Alors c'est quoi l'analyse thématique? Imaginons que vous intéressiez aux différents types de feedback que l'on peut voir apparaître dans une classe. Vous allez demander à un enseignant de décrire les différents types de feedback. Vous allez lui demander sur un autre sujet comment il planifie sa leçon. Vous allez récolter, vous allez retranscrire, vous allez récolter s'il a écrit un corpus qui décrit finalement qui sont les réponses aux questions que vous avez posées à la personne que vous avez interrogée. On va dire, imaginons ici, la personne parle de la planification de sa leçon. Vous êtes intéressé à comment les enseignants planifient leurs leçons, et peut-être vous êtes intéressé à la manière dont les jeunes enseignants, quand ils commencent une classe, planifient leurs leçons. Je prends ce sujet parce que je viens de voir une de mes mémorantes qui fait un sujet là-dessus, on a discuté justement là-dessus il n'y a pas plus d'1 heure. Elle a interrogé des jeunes enseignants qui viennent de commencer ce mois de septembre. Voilà, mais comment vous débrouillez pour planifier votre sujet de leçon? Donc elle a posé des questions, elle a obtenu tout un corpus sur comment eux disent organiser leurs leçons. Et quand on fait une analyse thématique, qu'est-ce que l'on fait? On a toute une série de thèmes que l'on suppose pouvoir retrouver quand on demande à un enseignant comment il planifie sa leçon. Il va nous parler par exemple des référentiels. Il va nous dire, voilà, j'ai pris tel programme, j'ai pris somme de compétences, etc. Il va nous parler peut-être de l'activité des élèves. Il va peut-être nous parler de ce que nous, en termes de chercheurs, on va appeler les routines. Toutes les choses qu'il va, de manière cyclique, mettre en place dans sa classe pour se décharger une partie des activités. Donc vous aurez comme ça, de manière théorique, toute une série de choses que vous attendrez, vous attendre à retrouver dans le discours de l'enseignant qui va parler de sa planification. Et quand vous allez faire l'analyse réellement thématique, vous allez vous dire, ok, il n'y a que des blancs. Ce bout de texte-ci, en fait, ce qui est en train de me dire, l'enseignant que j'interroge, il me parle en fait de la manière dont il effectue les routines. Ce long bout de texte-ci, mon enseignant est en train de me parler de la manière dont il a utilisé les programmes. Ce bout de texte-ci, il me parle des activités des élèves. Là, il me parle aussi de la... Je ne vais pas continuer comme ça durant 3 tableaux. En fait, ce que vous allez faire, vous allez décortiquer votre texte en essayant d'associer à ce qui était dit par l'enseignant des catégories thématiques
qui vont vous permettre après de vous interroger, de tiens, finalement, qu'est-ce que l'enseignant m'a dit par rapport aux référents? Qu'est-ce que l'enseignant m'a dit par rapport aux routines? Et vous aurez comme ça une analyse dite thématique de ce qu'un enseignant a pu vous dire sur la manière dont il prépare sa leçon. Et j'ai fait l'exemple de planification de leçons, mais ça peut porter sur toute une série de thématiques de recherche diverses. Et il n'est pas rare que dans le cadre d'un mémoire, on utilise ce type de recherche. Et si on le fait, généralement, on va utiliser un logiciel de type Cagdas. Et un exemple des plus connus, c'est NVivo. Et certains d'entre vous l'ont utilisé dans le cadre de de leur travail de recherche précédemment. Alors, l'autre type d'analyse, c'est l'analyse du discours. Donc là, on est plutôt dans une conception où on se dit que le discours tel qu'il est émis subit des variations. Variations qui sont liées à quoi? À l'émetteur, au récepteur et au contexte dans lequel ces discours surviennent. Par exemple, dans ce cas-ci, dans un cadre particulier, c'est entre guillemets un enseignant à l'université qui s'adresse à un grand groupe. Et donc, cette particularité du contexte d'énonciation fait que mon discours est marqué par différents éléments. Par exemple, je vous vois parce que vous êtes un grand groupe, donc je parle généralement au pluriel. Il y a très peu d'interactions parce que c'est un cours plutôt ex-cathédra pour l'instant. Et j'utilise peut-être pas les mêmes termes que ce que j'utilise durant mon heure de table quand je suis avec mes collègues, parce que le contexte est celui d'un cours universitaire. Et donc, voilà, le contexte d'énonciation fait que mon discours subit des variations en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Et ces variations que subit mon discours emportent des traces dites observables dans le discours. C'est-à-dire que le type de pronom que je vais utiliser, le type d'adverbe que je vais utiliser, les temps de conjugaison que je vais utiliser vont être les marqueurs du type de discours que j'utilise, et l'analyse de ces variations a permis de créer des typologies, des différents types de discours. Un discours politique est différent d'un discours de type déclaration amoureuse, est différent de type d'un discours déclaration de guerre, etc., etc. Donc, différents types de discours existent, et ils sont paramétrés par une série de traces observables qu'on devrait pouvoir y retrouver. Finalement, la théorisation ancrée, je vous en parle parce que dans le domaine des sciences humaines, c'est relativement courant d'en entendre parler. Personnellement, j'y adhère très peu. C'est ma position personnelle. Alors, la conception de la théorisation ancrée, c'est que la personne qui analyse un document doit faire fi de toutes les connaissances, préconceptions théoriques qu'il a par rapport à son sujet. Si je reprends mon exemple ici, je m'intéresserai à la planification par les enseignants. Je n'aurai pas cette préconception théorique de ce que je vais retrouver dans mon analyse. Et à la découverte de mon texte, qui sera en l'occurrence les réponses des enseignants, je serai sensible à différents aspects soulevés par les enseignants en question, et je créerai mes thèmes au fur et à mesure de ma découverte du corpus. Ce qui m'entraînerait à me poser de nouvelles questions par rapport à ce type particulier de public, ce qui m'amènerait à rencontrer d'autres nouveaux enseignants et leur poser d'autres types de questions plus précises. Donc la théorisation ancrée, c'est vraiment comme ça. On se pose une première question, on soumet cette question à un premier corpus qui permet d'arriver à une sous-question de recherche qu'on va confronter à un nouveau corpus. Le but de cette démarche n'est pas de retracer ou de refaire ce que d'autres ont pu faire, mais d'avancer de manière plutôt linéaire. Donc l'aller-retour entre le corpus et l'analyse est vraiment important. Donc il n'y a pas de standardisation, comme je viens de le dire, on ne vise pas la reproductibilité, mais plutôt la traçabilité. On doit comprendre toutes les étapes par lesquelles le chercheur est passé. Et finalement, puisque ce qui est important c'est la traçabilité, il y a un outil que va beaucoup utiliser le chercheur enraciné dans la théorisation ancrée, c'est le journal de bord, où il va collecter toutes les informations, tous les parcours par lesquels il est passé. Donc, je termine là l'introduction générale sur les différents domaines de l'analyse textuelle. Vous y reviendrez peut-être bientôt dans le cadre de votre mémoire, parce que vous dites, ben, finalement, moi, ce que je vais faire, c'est l'analyse textuelle. Si ça vous intéresse, ben, je vous donne aussi trois références majeures par rapport à ces trois grands domaines. Bardin, qui est vraiment la Bible d'analyse de contenu, vous voyez, 10e édition, c'est pas pour rien. Mutielli, analyse de contenu, qui est pas mal parce que relativement abordable quand on fait ses premiers pas dans le domaine de l'analyse textuelle. Et Guillemette, qui est plutôt, lui, très clairement ancré dans la théorisation ancrée. Donc, vous avez comme ça une de chaque, mais dites-vous qu'il existe beaucoup de choses dans le domaine, donc vous n'aurez pas beaucoup de mal à trouver des références, mais celles-là sont relativement bien complètes.